Bonsoir à tous, les vraies voix du rugby, notre rendez-vous du lundi avec bien sûr nos consultants qui sont là, Yohan Uget et Philippe Spanghero. Au sommaire ce soir, honneur à la Pro D2 pour commencer. Gros plan sur les ambitions de Colomiers. Julien Sarrotte, entraîneur colomiérain, sera notre premier invité. Le top 14 ensuite, Brice Dulin, l'arrière international de La Rochelle, sera avec nous à partir de 20h15 dans la deuxième demi-heure. Le grand témoin des vraies voix du rugby sera Kélian Galtier, l'ancien troisième ligne de Montpellier et de Perpignan, qui sera avec nous pour parler de son nouveau défi, le championnat américain. Bref, vous voyez, les vraies voix du rugby parlent de tout le rugby à partir donc de 20h30. Ce sera avec Kélian. Et vous pouvez nous appeler au 0826 300 300. C'est parti pour une heure 100% ovale. Sud Radio, les vraies voix du rugby. Bonsoir Philippe Spanghero. Bonsoir François, salut à tous. Bonsoir Yohan Uget. Messieurs. Ah, vous êtes à distance, mon cher Yohan. Et bonsoir quand... voilà, mais on vous entend. On vous entend pas. On vous entend très bien, voilà. Et bonsoir Quentin Cabanis. Bonsoir François, bonsoir à tous. Les infos du lundi, voilà, si on n'était pas sur son portable, si on n'écoutait pas Sud Radio, que s'est-il passé aujourd'hui ? Ce qui s'est passé déjà, c'est qu'il y a un accord qui a été trouvé pour diffuser cette saison sur Canal+ certains matchs d'élite 1. C'est le championnat de rugby féminin, le championnat de France de rugby féminin, et ça va commencer par la rencontre entre Romagna et le Stade Bordelais. Ce sera le 2 novembre. Coupable d'un plaquage dangereux au visage de son vis-à-vis, le Rochelais Jonathan Danty, ce dimanche soir, le centre international bordelais Yoram Moefana a été sanctionné d'un carton rouge. Il pourrait ne pas pouvoir disputer la tournée avec le 15 de France. C'est le deuxième centre qui va manquer la tournée après la blessure de Nicolas Deporter. Et puis Raphaël Ibanez va avoir un nouveau rôle avec l'équipe de France. Il sera en charge de l'encadrement des joueurs. L'objectif est d'éviter que des affaires extrasportives ternissent davantage l'image du rugby français. François. Ah ben voilà pour ces nouvelles et belle mission pour Ibanez, effectivement. Messieurs, voilà, on va parler de Pro D2. Une fois n'est pas coutume, nous aurons avec la Pro D2. On est ravis d'accueillir sur l'antenne de Sud Radio et dans les vraies voix du rugby Julien Sarrotte, l'entraîneur de Colomiers. Bonsoir Julien. Bonsoir à tous. Merci d'être avec nous en direct. C'est l'entraîneur principal de Colomiers, voilà, le club à la Colombe, comme on l'appelle. Voilà, 7e saison, entraîneur de Colomiers. Et pour l'instant, ça se passe plutôt bien. 6e, c'est plutôt un bon début de saison. Oui, correct, malgré une contre-performance vendredi soir à domicile avec ce match nul, voilà, qui nous a fait un peu descendre au classement et surtout qui nous fait un petit peu mal à la tête. Maintenant, on a bien débuté avec une équipe qui est jeune, qui est en reconstruction. Donc, on va continuer de travailler et on va s'accrocher fermement pour aller au bout de nos objectifs. Julien Sarrotte, je suis entouré, vous l'avez entendu, tu l'as entendu, de Yohan Uget et de Philippe Spanghero, donc je passe la main à Philippe et Yohan. Philippe, une petite question. Ouais, salut Julien. D'abord, bravo, parce que malgré la bonne performance, vous restez quand même toujours en haut du classement. Je pense que ces dernières saisons, si on fait un rapport performance sportive et budget du club, vous êtes quand même dans le top 2, top 3 régulièrement, donc ça montre la performance. Et il y a un travail très particulier qui est fait sur la formation. Est-ce que c'est toujours aussi présent chez vous? Et aujourd'hui, combien vous avez de joueurs de votre effectif qui viennent de la formation columérine qui est très performante? Merci beaucoup pour ces éloges. Oui, effectivement, c'est un projet dans lequel on met l'accent sur la formation, sur l'identité des jeunes formés aussi au club, identité de jeu, identité bien évidemment culturelle. Moi, c'est la 8e saison aujourd'hui et on est sur à peu près 27 joueurs, pas à peu près, je suis sûr, 27 joueurs qui ont signé professionnels sur les 6 dernières années, et l'effectif de cette saison est structuré à 43% de jeunes issus de la formation de Colomiers Rugby. C'est quelque chose qu'on a mis du temps à mettre en place. C'est un projet qu'on a construit avec Alain Carré, avec mon collègue sur le recrutement Yann Kergoulet, l'ensemble du staff et l'association. Donc c'est un travail qui met en valeur tous les éducateurs du club, toute la qualité de cette formation columérine. Bien évidemment, il faut qu'on trouve des solutions pour exister à côté du grand frère qui est le Stade Toulousain, qui est la référence à la matière de formation et bien évidemment de résultats. Donc on doit être capable d'innover et de se différencier un petit peu. Donc voilà, on travaille petit à petit et j'espère que ça portera ses fruits dans le futur.
Et sinon, qu'est-ce qu'on peut quand même parler de la diaspora occitane quand même un peu partout dans le monde du rugby, parce que je pense qu'on n'en parle pas assez, mais c'est quand même prégnant. Hein. On rappelle juste, Julien, que tu as joué à Auch. Bien sûr que tu es quand même plutôt issu de la région toulousaine, mais que tu as joué à Auch, voilà, joueur, et puis ensuite entraîneur, et que tu as mené notamment le centre de formation avec même quelques joueurs qui sont sortis, un certain Dupont, il y a eu Bourgarit, il y a eu Aldrit, enfin bon, il y a Pimienta également. Il y a quelques joueurs quand même qui sont issus de ta formation. Voilà, ce sont tes bébés entre guillemets. Alors, ce sont des joueurs pour lesquels j'ai beaucoup d'affinité, de complicité, mais par contre, c'est pas mon travail à titre individuel, c'est toute une politique de club qu'on a mis en place et départementale dans le passé, qui a fonctionné et qui va continuer à fonctionner. Donc oui, j'ai eu la chance de pouvoir travailler avec des garçons comme Antoine, comme Anthony Jolon, bon, il y en a plein d'autres, Paul Grau aussi, et d'autres qui sont méconnus, qui font aujourd'hui les beaux jours du RCA. Donc voilà, c'est quelque chose qu'on essaie de reproduire aussi à Colomiers avec l'identité propre de Colomiers, c'est pas un copier-coller. Voilà, je pense que Colomiers était une référence aussi en termes d'identité de jeu, et on essaie de travailler dans cette optique-là, qu'aujourd'hui on n'a pas un gros budget et on doit pouvoir se pérenniser en Pro D2 en mettant en évidence et en se nourrissant de la jeunesse colimérine, et qui nous apporte aussi du peps. On le voit dans les résultats début de saison. Il y a beaucoup de jeunes. On a une équipe qui a 24 ans de moyenne d'âge, mais elle a les défauts de ses qualités. Mais je préfère travailler avec des joueurs qui ont vraiment beaucoup d'enthousiasme, donc c'est très intéressant. Ouais, ce qui explique aussi peut-être le nul de vendredi, voilà, qui vous a fait mal à la tête, comme tu disais, Julien. Johan, pour Julien Sarrotte, oui, entraîneur de Colomiers, qui est avec nous en direct sur Sud Radio. Salut Julien, en tout cas félicitations, parce que vous avez bien démarré ce match le week-end dernier, mais bon, après comme tu dis, peut-être que le manque d'expérience, le temps aussi qui était compliqué, fait que vous pensiez que ça allait peut-être être facile, en tout cas derrière la télé, c'est ce qu'on a pensé. Et là tu dis que vous avez un effectif 40% de formation. Quel est votre objectif pour cette saison? On sait que des fois c'est un peu compliqué, puis vous faites des belles saisons, puis ça redescend. Est-ce que là, tu peux nous dire quels sont les objectifs aujourd'hui de Colomiers sur cette saison? Les objectifs présidentiels sont bien évidemment d'accrocher la qualification. Et après, au niveau de l'effectif et de l'équipe, je crois qu'on ne s'est pas mis d'objectif pour se créer une chape de plomb. Maintenant, on a la volonté de se construire ensemble et d'aller chercher le maximum de résultats. Et il est évident qu'on a quand même l'ambition aujourd'hui de bien figurer dans ce championnat, et pourquoi pas d'aller chercher une qualification. Donc je veux qu'on développe aussi cette âme compétitrice. Il faut qu'on ait de l'ambition. Le classement ne doit pas se résumer au budget. Sinon, on fait pas sport. Et je crois que ce qui est le plus intéressant dans le sport, c'est d'essayer de se surpasser, d'aller chercher des choses qu'on ne se pensait pas capable de faire ou de réaliser. Et donc, j'ai dit à ce groupe, construisons-nous ensemble, avançons, et puis on verra où ça nous mène. Mais par contre, il faut que tous les week-ends, on bataille fort. Donc, on a eu quelques désillusions, effectivement, mais ça fait partie de l'apprentissage. On a une charnière par moment qui est alignée, qui a 19 ans, et elle a besoin de maturer, mais c'est comme ça aussi que l'on progresse, je pense. Vous avez inauguré un nouveau centre de performance à Colomiers, digne d'un grand club de top 14. Nouvel outil, nouvelles ambitions pour compléter ou en tout cas plus de pression pour toi, l'entraîneur principal, Julien Sarrotte de Colomiers. Ouais, peut-être un peu. Après, la pression, je crois que on vit avec ça. Johan, il sait ce que c'est aussi la pression quand on est joueur. Donc, c'est le haut niveau. Honnêtement, aujourd'hui, si on doit résumer notre métier à la pression, il faut qu'on change de métier. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de vivre de belles aventures, de se donner les moyens d'aller au bout de nos objectifs. Après, la pression, ça fait partie du job. Donc, il faut savoir l'assumer et peut-être la détourner. Maintenant, moi, je suis ravi de l'aboutissement de ce projet. Ça fait 3 ans qu'on travaille sur ce projet. Alors, nos installations ne sont pas dignes d'un centre d'entraînement de top 14, mais honnêtement, l'ergonomie est très intéressante. Ça va nous permettre de faciliter les échanges entre nous, le staff dans un premier temps, avec les joueurs. Et j'espère juste qu'on n'aura pas trop de confort. Je sais d'où je viens, mais mes 18 années occitaines m'ont fait dire qu'il ne faut pas s'endormir sur trop de confort. Et il faut qu'on garde un petit peu cette petite flamme, cette envie de s'en sortir
qui doit nous permettre de réaliser de grandes choses. Voilà, inauguration demain du centre de performance de Colomiers. On va te remercier. On rappelle que le programme de Colomiers, c'est déplacement à Agen, réception de Montauban et déplacement à Brive pour les 3 prochains matchs. On va dire ça, c'est à la fois c'est régional et c'est épais. Ouais, c'est du lourd. Je pense que voilà, il y a de gros matchs en perspective et ça va nous permettre aussi de se challenger et de se prouver certaines choses. Donc on verra, on fera un bilan à l'issue de ces 3 journées-là et on verra où on en est et ce qu'on a réalisé. On vous souhaite le meilleur en tout cas et de faire des barrages au minimum comme en 21 ou en 22, voilà, en espérant une belle fin de saison à Colomiers dans ce rugby toulousain qui est toujours plein de pépinières de pépites. Voilà, merci beaucoup en tout cas Julien Sarrotte. Merci à vous. Inauguration domaine du centre de performance et puis on suit bien sûr sur Sud Radio la Pro D2 et notamment le parcours de Colomiers. À très bientôt sur notre antenne, les vraies voix du rugby continuent. Tiens Johan, juste avant peut-être en complément sur la cohabitation Colomiers-Toulouse, voilà, c'est donc possible d'avoir 2 clubs pro à Paris. Il y a le débat de 2 clubs pro de foot, mais 2 clubs pro à Toulouse, c'est possible. C'est possible, on l'a vu pendant de nombreuses années. Colomiers était en top 14 et le Stade Toulousain aussi. Maintenant, ils sont en Pro D2, une équipe emblématique de la Pro D2 et surtout qui travaille en parallèle avec le Stade Toulousain, développer les jeunes. On pense à Thomas Ramos, qui sont passés par Colomiers et ces allers-retours permettent de travailler ensemble les mains dans la main. Je pense que il n'y a pas de concurrence directe ou indirecte. Il faut que les 2 clubs travaillent ensemble et il y a de la place pour tout le monde. Bon, on le souhaite en tout cas. Merci beaucoup en tout cas Julien Sarrotte et bonne saison à Colomiers. Dans un instant on va parler de top 14, on va parler également de la belle victoire de La Rochelle. Brice Dulin sera avec nous, l'arrière du Stade Rochelet, l'arrière international, voilà, que connaît bien Yohan Huget. Restez avec nous, les vraies voix du rugby continuent, à tout de suite. Sud Radio. Parlons. Les vraies voix du rugby. 20h-21h, François Trio. Les vraies voix du rugby, on avait ouvert cette émission avec la Pro D2, place au top 14. On a apprécié le match d'hier, La Rochelle UBB. Voilà, La Rochelle qui a réagi. On n'était pas spécialement inquiet, ni Yohan Huget, ni Philippe Spanguero, ni les amateurs de rugby auditeurs de Sud Radio pour La Rochelle. Mais en tout cas, c'est une belle victoire et pour en parler, Brice Dulin est avec nous, l'arrière international du Stade Rochelet. Bonsoir Brice. Pardon. Bonsoir à tous. Merci d'être avec nous. Voilà l'arrière expérimenté, quoi. 2 essais hier. Brice, tranquille. Tranquille, ils sont partis pour 6-8 mois sans marquer normalement, si le rythme s'en court. Yohan, vous l'avez trouvé comment? Tu l'as trouvé comment, Brice, hier avec le Stade Rochelet? Certes, il fallait réagir après la défaite d'Anoeta, mais tu l'as trouvé comment? Salut Brice. Comme il a dit sur les nombreuses interviews qu'il a pu donner, il se sent en forme, il a l'impression d'avoir une deuxième jeunesse et ça se voit sur le terrain, même quand son équipe elle prend l'eau, c'est l'un des seuls à performer et hier encore une fois il a montré de quoi il était capable, donc félicitations, et c'est un vieux qui s'accroche aux branches, on va dire. Ouais, effectivement, moi j'ai toujours jamais trouvé vieux, d'ailleurs 34 ans, j'ai toujours l'impression que tu as toujours la même tête depuis ses débuts à Agen, 2009, 2010 à peu près, Brice. Petite question de Philippe Spanguero. Ouais, salut Brice, écoute, une question rapide par rapport aux attentes qu'on peut avoir sur le Stade Rochelet. J'ai entendu Greg Alderit en conf de presse un peu agacé parce que c'est vrai qu'aujourd'hui vous avez un statut assumé et donc on scrute vos performances, on se pose la question de savoir si c'était une fin de cycle la saison dernière, si le club va bien, et Greg Alderit a répondu que c'était quand même surprenant de se poser ces questions alors que vous étiez 3e avant ce match de ce week-end. Est-ce que ça vous agace, ça, ces attentes particulières et ces questionnements de l'extérieur incessants? Non, c'est le débat à chaque début de saison, chaque saison, en fonction des équipes qui ont performé les années précédentes, de se dire s'il y a un passage à vide sur un week-end ou 2 de suite, de remettre les choses en question. Mais c'est surtout le contexte tout autour des clubs, des équipes qui vient à faire émerger ces idées-là. Nous, en interne, on est plutôt content de notre début de saison. Après, on était déçus de la prestation et du match qu'on fait à Bayonne, fait à Anoeta, mais on savait que c'était vraiment un naufrage collectif et que
contraire, ce genre de match, il faut qu'on s'en serve pour montrer que c'était un jour sans, mais que ça n'arrivera plus sur le reste de la saison. Donc après, tout ce qui peut se dire autour de l'environnement du top 14 des équipes, on le contrôle pas forcément, donc on peut pas y faire attention à chaque fois. Est-ce que vous vous êtes expliqué, entre guillemets, ce petit passage à vide à Bayonne? Bon, oui, Johan dit ça arrive, mais est-ce qu'il y a eu des raisons a posteriori que vous avez pu analyser? Même là, en ayant analysé, il y a eu surtout, on a couru après le score, après le ballon, on était en retard défensivement, sur nos déplacements, sur l'anticipation. Donc voilà, il y a eu plein de petites choses qui ont fait que Bayonne a pris l'initiative, on leur a laissé marquer des points facilement. Et tout au long de la partie, on a couru après le score dans un premier temps et après notre énergie qu'on n'a jamais retrouvée parce qu'on a fait des fautes et derrière on se faisait transpercer ou facilement et on prenait des jeux au pied dans le dos de nos rideaux qui nous faisaient reculer à chaque fois. Donc voilà, je disais c'était vraiment un jour sans parce que tout le monde a fait un match moyen et a fait sa petite erreur et si chacun fait son erreur, comme on dit, souvent on arrive à beaucoup. Et là, on n'en était pas loin. Donc, c'est vrai que malheureusement, ce jour-là, tout le monde est passé au travers et ça a donné ce genre de résultat, quoi. Johan, pour Brice, ton ancien collègue du 15 de France. Et d'Agen aussi, vous avez joué à Agen ensemble, non? Vous avez été champion en Pro D2 ensemble? Exactement. Ouais. J'ai donné son premier titre à Brice. Ah là là. Non, mais t'es un distributeur de titres. Tu donnes des titres de champion à Brice, des titres de qui je suis à François et à moi. T'es généreux comme ça. Écoute, quand ça peut, je fais briller les autres. Non, mais blague à part. Après, ils ont changé de statut, la Rochelle, depuis ces deux titres de champion d'Europe. Et du coup, on est beaucoup exigeant, on est des fois un peu trop exigeant avec eux et on s'attend à ce qu'ils performent partout et tout le temps. Et nous, on a pu aussi connaître ça avec le stade. Il faut que les joueurs ils restent dans leur bulle, qu'ils sachent ce qu'ils font de bien et pas bien. Ils n'ont pas besoin forcément de la presse ou des supporters pour savoir. Mais ils ont des joueurs d'expérience et je voulais demander à Brice jusqu'à quand il comptait jouer au rugby, jusqu'à quand il se sentait en forme pour... Voilà, on sait que les matchs sont de plus en plus raides, la récupération de plus en plus courte, et voilà, physiquement, comment il se sent à 34 ans. Brice en fin de contrat à la fin de la saison. En fin de contrat à la fin de la saison, et c'est la question actuellement, il n'y a pas de réelle réponse actuellement. On a échangé avec le club, voir aussi si le club n'était pas d'accord, ce qu'il était possible de faire potentiellement ou pas ailleurs. Mais je me laisse quand même un délai encore de 2-3 mois, voir comment j'évolue, parce que je me sens bien actuellement, mais il faut commencer à rentrer dans l'hiver et à passer l'hiver un petit peu pour voir avec l'enchaînement des matchs et des grosses rencontres, comment le corps réagit aussi. Donc non, franchement, je me sens bien. La dernière le petit nettoyage que j'ai eu au genou l'année dernière m'a fait énormément de bien. J'ai évacué vraiment pas mal de douleurs qui m'embêtaient et c'est vrai que sur le début de saison, physiquement ça suit et du coup le rugby est beaucoup plus fluide et je peux reprendre le jeu que j'avais un petit peu auparavant, c'est-à-dire autant porter les ballons que jouer au pied. Donc voilà, ça va se décider dans les mois qui arrivent, parce que j'ai pas envie de faire de prendre une décision trop tôt et puis vraiment d'être ou même de me dire oui maintenant et de faire une fin de saison déjà sur les rotules et derrière être le boulet qu'on traîne sur une année de plus. Donc j'ai pas envie de vivre ça. Si je me sens de continuer et si j'ai l'opportunité, c'est que je veux pas juste être le mec qui a l'expérience, mais c'est que je veux performer sur le terrain tout simplement pour jouer et prendre du plaisir. Donc c'est pour ça qu'il vaut mieux. Donc dans 3 mois, on saura ce que tu fais à peu près, quoi. Normalement, ouais, je pense. Et est-ce que après, si le club souhaite aussi, il n'y a pas d'offre de prolongation pour l'instant. Pour le moment, on a juste évoqué on m'a demandé ce que je souhaitais faire. Moi, j'ai dit que pour le moment, je me sentais de continuer parce que, on le disait tout à l'heure, mais par rapport à mes débuts, j'ai toujours la même envie, le même plaisir à me lever tous les matins. Donc, ça, le plaisir, il est là et l'envie de s'entraîner est toujours là. Donc, c'est ce qui déjà prime, je pense, dans un premier temps. Et le but, pour moi, c'est de savoir si je peux être performant encore. Parce que, et finir à Agen, ça peut être une solution ou pas?
Je sais pas. Après, dans un premier temps, si je peux essayer de rester en top 14 ou au moins à La Rochelle, c'est possible à voir. J'ai quand même une vie de famille maintenant, donc il y a tout ça qui est à me prendre en compte aussi. Donc voilà, il faut bien peser le pour et le contre de certaines décisions pour voir ce qu'il est réellement possible de faire sur le court terme, quoi. Brice, c'est ta meilleure période de club. On sait que tu as été champion avec Castres, on parlait d'Agen, bien sûr, ton club formateur. Tu as été champion avec le Racing également en 2016. Est-ce que là, ce que tu vis depuis, c'est ta 5e saison, je crois, avec La Rochelle, est-ce que tu vis ta meilleure période en club? Franchement, c'est pas pour faire une réponse bateau, mais j'ai toujours eu la chance de vivre des belles choses dans tous les clubs où je suis passé. La première année où je monte en pro à Agen, on est champion. Derrière, je vais à Castres, on a vite le titre. Le Racing, on avait un groupe exceptionnel et qui finit sur un titre. Et derrière, en arrivant ici, on fait quelques finales au début où on perd et derrière on arrive à avoir des titres. Et après, l'atmosphère du club ici est quand même particulière et énorme, quoi. C'est-à-dire que depuis que je suis arrivé, j'ai connu qu'un stade plein, à part la période Covid. Mais depuis que ça a été réouvert, le stade il est toujours plein. 97 guichets fermés de suite. C'est exceptionnel, quoi. Franchement, c'est fou parce que ailleurs en France, je pense que bon, il y a des publics comme Bayonne ou Clermont ou même à Toulon depuis que ça tourne où c'est plein. Mais ici, il y a vraiment l'engouement il y a des listes d'attente Toulouse, t'as oublié Toulouse. pour le. Oui, voilà, Toulouse, bien sûr. Mais c'est un petit club. non, c'est différent. Mais après, c'est vrai que l'atmosphère et la qualité de vie que je peux avoir, en fait, tout est arrivé au bon moment sur ma carrière. Donc, mais là, vraiment, je le disais, le stade, le fait que ce soit plein, les résultats qui font que le club est suivi aussi, tout ça aide. Mais donc oui, là, tu préfères quand même les plages landaises à l'île de Ré, quand même. Rassure-moi, Brice. Ça manque de sable, c'est sûr. Ça manque de sable et de vagues un petit peu, c'est sûr. Non, puis Brice, au-delà de ça, quand même, il y a peut-être plus de recul aujourd'hui. Peut-être que les titres, tu les savoures différemment parce que tu les prends de plus haut, non? Sur le moment, il y a toujours l'émotion, mais avec l'évolution de carrière, peut-être que tu as plus de hauteur pour mesurer ce que tu vis et que ça t'impacte peut-être plus fort. Pour être honnête, c'est vrai que même en ayant vécu les titres, ce qui te fait prendre conscience, notamment là récemment, ça a été les photos avec les célébrations qu'on a eues sur le port. Tu vois, les photos d'en haut où tu te dis putain, on a vécu ce truc-là et tu es dans l'euphorie en fait du titre, de le fêter, de rebasculer là en plus avec la Coupe d'Europe, tu rebascules sur la fin de championnat. Mais quand tu vois cette photo-là, tu prends du recul, tu te dis putain, mais c'est vrai que sur ce moment, on a vécu des trucs énormes, quoi. Et que ça soit avec le Racing où ça a été plus difficile de fêter parce que tu as plein de groupes de supporters qui sont un peu éparpillés partout dans Paris. À Castres, on était parti en tournée le lendemain, donc j'avais jamais eu vraiment cette célébration de partage pour vraiment fêter quelque chose de beau. Donc c'est vrai que depuis que je suis ici, il y a quelque chose de particulier. Mon fils qui est né ici, on a eu les 2 titres de champion d'Europe alors que j'avais perdu je sais plus combien de finales avant. Donc c'était quelque chose qui vraiment, pour moi, la Coupe d'Europe, je me suis dit jamais de ma vie je vais l'avoir, quoi. Et d'avoir ce truc-là, comme tu dis, le recul, tu prends d'autant plus de plaisir parce que tu sais qu'il faut partager ces moments-là avec la famille, les copains. Et là, avec le public aussi, ce que tu ressens à un moment donné quand tu es sur le bus, sur le port, il n'y a pas de mots, quoi. Tu passes une heure où tout le monde a le sourire, tout le monde est serré en bas, ils sont en plein soleil, en plein cagnard, et pourtant tout le monde a le sourire, tout le monde est heureux d'être là, quoi. Donc c'est vraiment des moments particuliers, quoi. Ça sent la prolongation quand même, non? Quand j'entends ça. Enfin bon, on va pas remettre une petite pièce. Brice Dulin, quand même, il y a beaucoup de supporters, dont moi, qui n'ont toujours pas compris pourquoi tu n'as pas fait la Coupe du Monde 2023. Est-ce que toi, tu peux nous éclairer? Après, je pense que je rentrais pas dans le plan de groupe de cette Coupe du Monde-là. Et c'est des choix après de poste, de personnalité. Et à ce moment-là, on peut pas dire que c'était un mauvais choix parce que l'équipe de France sortait d'une année quand même exceptionnelle sur les dernières tournées, le dernier tour de destination. Donc le groupe était fait. Moi, je suis revenu un petit peu
de par les résultats encore de La Rochelle qui m'ont permis de me montrer, j'avais fait une bonne saison aussi, mais voilà, je revenais de peut-être un petit peu trop loin. Le groupe était déjà scellé. C'est un Après, regret? voilà. Bien sûr, parce que c'est une Coupe du Monde en France. Après les années galères en équipe de France, j'avais regoûté à ce groupe qui gagne, qui présente, enfin, qui joue un rugby quand même assez plaisant quand on est sur le terrain. Donc, bien sûr, j'avais envie de la vivre parce que le fait qu'elle soit en France, là encore, tu partages des trucs que tu pourras plus jamais lire. Et je savais que c'était mon dernier rendez-vous avec l'équipe de France en plus. Donc j'étais déçu de ça, de finir comme ça. Mais après, c'est le jeu. J'ai la chance derrière de continuer à jouer en club. Mais c'est sûr que ça restera une petite déception sur un moment, quoi. Voilà, capitaine à Murrayfield quand même pour le match de prépa début août. Brice Dulin, invité donc des Vrais Voix du rugby. On te remercie d'avoir été avec nous en direct sur Sud Radio. Voilà, félicitations pour la belle victoire d'hier, pour la 3e place quand même de La Rochelle, largement méritée depuis le début de la saison. Et puis on va suivre bien sûr tes décisions et la suite de la saison pour toi, Brice, avec le Stade Rochelais. Merci d'avoir été avec nous. Super. En direct et à très bientôt. Merci, Brice. Salut. À bientôt. Ciao. Brice. On va se retrouver dans un instant avec le grand témoin des Vrais Voix du rugby. Oui, c'est Kélian Galtier qui va être avec nous. On va parler de rugby aux USA. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio. Sud Radio. Les Vrais Voix du rugby. 20h-21h. François Trio. Les Vrais Voix du rugby, c'est l'émission du lundi pour couvrir toute l'actu rugby en France et à travers le monde. Voilà, Yoann Huget est là, Philippe Spanghero également, vous aussi au 0826 300 300, vous êtes les bienvenus au standard de Sud Radio, la radio du rugby. On est heureux d'accueillir notre grand témoin ce soir, c'est Kélian Galtier, ancien troisième, je suis obligé de dire ancien troisième ligne de Perpignan et de Montpellier, bien sûr, champion de France avec Montpellier en 2022. Bonsoir Kélian, merci d'être avec nous. Bonsoir à tous. Merci pour l'invitation. Ouais, c'est toujours un plaisir de t'avoir. Alors, on avait discuté l'an dernier sur le fait que tu n'avais pas été prolongé à Perpignan, mais ça pouvait pas se terminer comme ça. À 32 ans, tu as décidé de te lancer un nouveau défi, on va dire, de partir aux États-Unis, rejoindre un certain Nicolas Godignon à la Nouvelle-Orléans. Voilà, c'est le défi. Alors, c'est pas tout de suite, hein, c'est dans quelques semaines, mais en tout cas, c'est un beau challenge. Ouais, exactement. On s'était quitté là-dessus et c'est vrai que j'avais déjà cette envie de connaître l'étranger, ce serait-ce que pour le rugby, mais aussi à titre personnel. Et l'opportunité, bon, il a fallu la travailler, mais elle est arrivée et elle s'est concrétisée. Donc, ouais, je suis très content de ce qui va venir. Quand tu dis travailler, ça veut dire? En fait, c'était pas si simple que ça, dans le sens où déjà leur saison, la MLR, avait fini autour du mois d'août. Tous les clubs ne se projetaient pas encore sur cette saison qui arrive. Et c'est normal parce qu'elle reprend qu'au mois de janvier. Et donc, j'avais des contacts, mais on était toujours un petit peu dans un intérêt de leur part, mais les priorités du recrutement pour la saison d'après se sont plutôt faites, se font même en ce moment à l'automne. Donc, moi, pendant plusieurs mois, j'ai échangé et effectivement, l'opportunité de Nola, avec notamment Nico Godignon, qui est directeur sportif là-bas, mais aussi Thierry Dopin, qui est un des investisseurs, c'est conclu. Et donc, j'en suis très content. Bon, Philippe Spanghero, Yoann Huget, allez, on commence avec Philippe. Ouais, écoute, Kélian, je pense que tu avais une belle expérience. Donc, on a eu le précédent Mathieu Bastaro, malheureux, en plein Covid, qui était allé tenter l'aventure et qui avait mis un petit coup de projecteur sur ce rugby américain, qui, je pense, était moins prêt à ce moment-là qu'aujourd'hui, parce que la Coupe du Monde, elle arrive tard finalement, encore par rapport à aujourd'hui, mais les Américains sont en train de se structurer. Et moi, je suis persuadé que ce bloc américain, je le dis souvent, on est en train de passer à un rugby de fuseau horaire, et donc il va y avoir des développements assez forts de franchises, je pense, sur le continent. Et donc, ce rugby américain va devenir très intéressant. Tu parlais de Thierry Dopin, qui est un des Français, qui est méconnu ici, mais qui a structuré financièrement la MLR. Donc, je pense que tu y vas au bon moment. Mais est-ce que le fait que ce soit Nicolas Godignon te rassure beaucoup aussi dans ce saut qui est pas forcément évident, un peu vers l'inconnu, d'un point de vue sportif, d'un point de vue de la vie?
Bon, déjà, je suis d'accord avec toi sur l'évolution de cette ligue. Et ils ont un réel projet avec l'optique de la Coupe du Monde en 2031 à se structurer et à acculturer en fait les Américains au rugby. Et ils ont le mérite que d'année après année, ils ont de plus en plus d'affluence et ils progressent vite. Et donc c'est vrai que c'était très tentant. Et pour Nola, bien sûr que Nico Godignon m'a beaucoup aidé, on a échangé, mais pas que. Il y a d'autres, il y a eu d'autres intervenants avec qui j'ai discuté, mais le lien était plus simple comme ça. Maintenant, c'est rassurant, oui, mais je cherche aussi à être vraiment totalement immergé dans cet univers et avec toute la culture que ça englobe. Et Nola, pour le coup, la Nouvelle-Orléans, bah, une histoire, c'est une ancienne colonie française avec Lafayette et il y a beaucoup de choses à découvrir, donc c'est aussi culturellement, ça va être très enrichissant. Johan Huget, pour Kylian Galtier, notre invité. Non, bien sûr. Est-ce que tu es excité comment tu fais pour... est-ce que tu es excité de partir, c'est l'appréhension? Et de deux, comment tu te maintiens en forme? Justement, parce que ça va démarrer. Et à quel moment tu comptes partir aux États-Unis? Alors la prépa là-bas reprend le 6 janvier. Donc je partirai après Noël parce que il y a quand même des problématiques en fait de visa. Alors moi je suis rattaché à visa de travail, mais avec ma compagne on n'est pas mariés, donc on est là-dedans. Honnêtement, l'appréhension elle est pas trop sur ce qui va se passer là-bas. C'est plus toute l'organisation et ces visas. Voilà. Et puis en fait oui, il y a eu il y a ces 6 mois de trou et que on peut craindre, on peut craindre, mais moi, au contraire, je l'ai pris comme une opportunité de travailler tout l'aspect, de développer des capacités physiques notamment, parce que évidemment, en mettant un peu de côté le rugby, mais ça, je pense que assez rapidement, je pourrais retrouver des marques avec l'équipe. Mais j'ai axé tout mon développement physique que je n'avais pas l'occasion de faire, et tu le sais aussi bien que moi, que en top 14, on joue tous les week-ends, ça s'arrête jamais. Et là, c'était une réelle chance de tester autre chose, de s'entraîner différemment. Et c'est ça aussi qui était motivant, c'est qu'avec Michel Pradet, que je cite tout le temps, mais qui je me suis entraîné toute ma carrière, c'est un pont de la préparation physique. Ben, là, il me prend en main de A à Z et je pense que j'ai jamais été autant en forme de ma vie. Mais c'est hyper intéressant. Et en plus, après, ça m'a permis aussi d'aller explorer d'autres univers, mais là, plus loisirs. Donc, je me suis inscrit dans une équipe de hand dans le village à côté de chez moi, à Cabestany. J'ai fait un triathlon. Donc, en fait, ils sont contents, les mecs, quand ils te voient en défense, non, à Cabestany? J'ai pas encore joué un match, mais normalement, c'est ce week-end, la première. Je vais tester. Mais, tiens, mais on prendra les mecs au téléphone lundi. C'est quel niveau, voilà. C'est quel niveau alors, Cabestany en hand? Je sais même pas, mais on est en bas. Voilà. C'est pas. On vise pas les sommets, mais. Tu veux peut-être croiser Florent Manodou, on sait jamais sur un. Ouais. Non, là, on n'est pas sur le même niveau parce que lui, qui était en 2e division, je crois. Non, je n'ai pas ce niveau-là, ça c'est sûr. Et plus sérieusement, j'ai une question sur le niveau. Nicolas Godignon qui connaît bien le rugby français. Est-ce que vous avez parlé de ça ensemble? Est-ce qu'il peut comparer? Parce que je crois que c'est très costaud. Il y a l'hémisphère sud s'est tourné plutôt vers ce championnat américain. Il y a beaucoup de joueurs de l'hémisphère sud, donc il y a une culture de la densité physique. Donc il paraît que d'un point de vue de la densité physique, c'est très costaud, mais d'un point de vue du jeu général, ça, on peut le comparer à quoi? De la Pro D2 en France? T'as parlé de ça avec Nicolas? Ouais, justement, c'est Nico qui me renseigne là-dessus, qui m'a dit, il faut être prêt physiquement, parce que tu l'as bien dit, il y a quand même déjà de la densité. Mais il y a la particularité, c'est normal, son développement, c'est que tu vas avoir des grands écarts de niveau au sein même d'équipes des fois. Donc, tu vas avoir des mecs qui sont en développement et d'autres qui sont confirmés, qui vont avoir un niveau de top 14. Donc oui, je situerai voilà, sous la Pro D2, peut-être pas de Pro D2, parce qu'aujourd'hui la Pro D2 c'est quand même un super championnat. Oui, c'est vraiment une réelle ligue professionnelle. Et aussi, il y a effectivement cet afflux de joueurs du Sud, notamment des Néo-Zélandais,
qui profitent en fait de jouer leur championnat national NPC là, sur l'automne et qui enchaînent avec les États-Unis. Donc le planning, entre guillemets, le timing leur correspond très bien. Et ils sont très nombreux sur la MLR aujourd'hui. Et après, c'est drôle, il y a des franchises qui sont un peu chacun avec ses particularités, sa culture. Il y a Houston où c'est pas mal sud-africain, Miami, c'est pas mal les Argentins. Voilà. Et dans ce travail, notamment, en échangeant avec Nico, Thierry Dopin, ils m'ont dit voilà, que Nola, ils aimeraient qu'avec Nola, on puisse les Français prendre un peu notre place dans ce championnat parce que c'est très américain, voilà, c'est très hétéroclite et il faut que nous, on prenne une place dans ce championnat qui, à mon avis, a beaucoup de potentiel et un bel avenir. Florian Grill, le président de la fédération, nous disait samedi après sa réélection qu'il n'était pas vraiment favorable au développement entre guillemets, on va dire à l'investissement de World Rugby dans le rugby américain et parce qu'il trouvait que c'était un trop gros risque pris par World Rugby. Voilà, qu'est-ce que ça t'inspire et est-ce qu'effectivement c'est pas compliqué de s'imposer, d'émerger dans un pays où le foot US est quand même très 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 développé? Je pense qu'ils font les choses dans l'ordre, je peux comprendre l'avis, mais la MLR, justement, est là pour répondre à ça et venir au niveau national déjà développer le rugby aux États-Unis. Et après, on verra ce que ça donne. Je peux entendre que, de toute façon, chaque fédération va défendre son bout de gras, et puis je pense que le président, il y a des questions d'argent là-dessous, mais... Ça peut se comprendre et la MLR, elle a tout à gagner, à continuer à travailler peut-être dans son coin, à son niveau, et puis à faire progresser son championnat. Et peut-être qu'un jour, si on fait le comparatif avec le foot, s'il commence à avoir 25 000 ou 30 000 personnes dans les stades, parce que c'est quand même un pays qui est fan de sport et qui, je pense, peut être touché par le rugby, je pense qu'il y aura beaucoup plus de monde qui viendra taper la porte et qui sera favorable à ce développement-là. Mais bon, ça s'appelle de la politique. Après, ça m'intéresse pas trop. Il paraît que le signal qui est très bon, c'est que c'est en train de prendre dans les universités. Tu parlais de 25-30 000 personnes. C'est des affluences qu'on peut voir déjà en sport universitaire. Et il paraît que le rugby est en train de prendre une vraie place. Donc ça, c'est super rassurant. Et pour revenir sur ce que disait François sur Florian Grill, je sais pas si son propos c'est exactement ça, mais en fait, l'idée, c'est que les Américains ont la capacité à se financer seuls. Ils ont structuré ce championnat avec le système qu'ils ont de ligue fermée où on achète une franchise et donc on a vu déjà qu'il y avait de la spéculation qui avait eu lieu sur ces franchises-là, leur valeur a augmenté et donc c'est un territoire qui a le potentiel économique de s'autofinancer en fait. Et si vraiment les Américains veulent y mettre les moyens et que le sport scolaire montre l'appétence des jeunes, ils trouveront l'argent. Oui, il n'y a pas une histoire de bourse derrière tout ça quand même, Philippe? Une histoire de bourse. C'est pour ça que ça s'est développé. Si. Ouais, il y a des boursiers rugby. Exactement. C'est pour ça que ça se développe. Toi, par contre, là, Hugues, si on te dit qu'il y a une pige à faire à Miami, est-ce que tu es prêt à remettre le Bloodchoff en prépa physique et aller faire une saison? Moi, je suis passionné de ce sport, donc pour la passion, bien sûr que je le ferai. Une pige, tu sais très bien, Philippe. En plus, tu peux aller avec le prépa. Une fois qu'il y a la compétition, je suis prêt à relever n'importe quel défi, comme Kélian, tu sais. Voilà, un peu de hand avant, un peu de triathlon. Non, j'ai fait le marathon déjà, donc ça, j'ai checké, c'est bon. Tu fais quoi après, Kélian? T'as fait quoi, un peu de muscu? Bon, ça c'est bon, on y est. Ouais. Là, il me manque le hand. Oui. Je sais pas si ça suffit, mais Johan est en sur-prépa paddle. Ah, mais Johan a fait du foot aussi, attends. Foot, paddle. Et voilà, du foot aussi. Et, Zidane, marathon ou semi-marathon, je sais plus. Marathon. Ouais. Les deux, j'ai fait, Philippe. Magnifique. Ouais, écoute, on est prêt. Hein. Donc pour la passion de ce sport, si on fait appel à moi aux États-Unis, je viendrai. Sûr. Mais sache qu'il y a un salary cap et que c'est vraiment pour la passion aussi que tu dois revenir. Hein. Pas comme à l'époque. Là, tu parles à Philippe Spanghero, là, tu parles pas à moi. Non, mais ça, c'est pour la blague, mais c'est quand même important de préciser, sans rentrer dans le détail, mais c'est pas l'Eldorado financier. C'est vraiment y aller pour une expérience de vie, parce que sur les salaires aujourd'hui, c'est encore très bas. C'est-à-dire que si tu avais vraiment voulu continuer, tu aurais trouvé un meilleur contrat en Pro D2 en France, très certainement, j'imagine.
Je sais pas, j'ai pas poussé plus que ça. Mais non, par contre, c'est plus sérieusement, ils ont, tu l'avais dit, mais ils ont structuré comme ils savent faire avec les universités, leur système de livres fermé. Donc c'est leur culture. Et si ça prend, après, il y a cette réflexion qui est logique de dire, bon voilà, aujourd'hui, combien ça gagne et combien on peut dépenser. Donc ce sera leur pérenniser le rugby comme ça, c'est logique. Donc, et après, ben, ça prend, ben, ça augmentera. Et ils sont à ce niveau-là aujourd'hui, mais ils sont cohérents dans ce qu'ils font. Et bon, et si ça marche pas, par contre, à mon avis, je connais pas encore assez, mais j'imagine que ça continuera pas. Ils se poseront pas de questions là-dessus. Mais je trouve que leur fonctionnement, en tout cas, et il a fait les preuves sur bon nombre de sports, ben, surtout les sports aux États-Unis, ben, ça marche, c'est rentable. Donc, pourquoi faire autrement? Il va falloir se mettre au pickleball, hein, parce que tout le monde joue au pickleball. C'est pas le padel, là, Johan, hein, et Kélian. Il va falloir donc variante du tennis et qui connaît une croissance assez incroyable. Ça rentre au jeu de Los Angeles, non? Peut-être en début. Je crois que ça rentre au jeu. Non, pas encore, Philippe. Ouais. Pas encore. Et c'est le lobby de Johan en padel. Kélian, donc juste quand même ton regard toi sur ce Perpignan, tiens, sur l'actualité. Non, mais parce qu'on parle beaucoup des États-Unis, mais c'est vrai qu'aujourd'hui Perpignan était un peu en souffrance, a gagné de juste contre Lyon 29-26. Et voilà, qu'est-ce que tu penses du début de saison de tes anciens coéquipiers? Que tu t'entraînes un peu avec eux ou pas du tout? Ben, non, j'y suis pas, parce que bon, déjà, ne serait-ce pour des problématiques d'assurance, mais bon, j'échange évidemment encore avec bon nombre. Mon avis est que ben, l'an dernier, je fais le comparatif avec l'an dernier en fait, et c'est qu'on a eu un début de saison très difficile, mais on prenait même pas de points. Et là, c'est vrai que bon, c'est pas l'équipe la plus flamboyante pour l'instant, mais ils grattent des points, ils ont gratté des points de bonus défensifs, ils gagnent, alors certes à l'arrache, mais ils gagnent. Donc si on fait le comparatif, je les trouve en avance par rapport à la dernière, à la même époque. Et je rajouterais quand même ils ont perdu Pau Solo, Jaco Antander et Jake McIntyre, qui sont quand même des joueurs très importants dans l'effectif. Et quand on a trois allez, sur tes 5-6 meilleurs joueurs qui sont blessés de longue durée, tu t'encaisses le coup, quoi. Et il y a Lucas Dubois qui s'ajoute à la liste pour 6 semaines au moins avec fracture du péroné ce week-end. Ah ben voilà, je savais même pas. Donc ouais, ils sont dans un moment difficile, mais je trouve que malgré tout ça, ils sont là. Voilà. Donc je suis pas inquiet pour eux. Pas plus que ça, en tout cas. Après, ce championnat est tellement dense que tout peut se passer. Mais voilà, plutôt que de regarder à moitié vide, il faut le regarder à moitié plein, ce verre. Et, bon, ils ont des difficultés, mais ils s'en sortent tant bien que mal. Quentin Cabanis, question. J'ai une question pour retourner sur les États-Unis. Tu disais qu'avec Nicolas Gonignon, il y avait l'idée de faire une petite franchise un peu à la française du côté de la Nouvelle-Orléans. Est-ce que justement, il y a des gens que toi, tu vas contacter, des copains que tu as envie de faire venir avec toi? J'ai pas la licence d'agent, hein, je préviens. Oui, non, mais... Non, quand je dis ramener, il n'y a pas une volonté de faire que français. Hein, non, mais d'en faire venir un ou deux, quoi. Oui. Ben, bien sûr, je pense que plus on sera à s'intégrer, à s'intéresser et même à apprendre leur manière de faire, parce que c'est toujours pareil, il ne faut pas être fermé. On a des problématiques un peu dans le rugby sur ça, des fois, il faut aller voir. Et effectivement, ben, on peut être des ponts vers ce rugby, vers cette ligue émergente. Donc, ouais, bien sûr que si je peux aider, je le ferai volontier. Eh bien voilà, le message est passé. Merci Kélian Galtier d'avoir été avec nous. Bon entraînement déjà, parce que j'ai l'impression que c'est quand même épais, voilà, puisque tu te sens très en forme. Bon match de hand avec Cabestany, ça c'est dans l'ordre des priorités, ordre chronologique. Et puis bien sûr, bon voyage aux US, voilà, début janvier pour cette nouvelle aventure. On se permettra de t'appeler, de prendre un petit peu le pouls de cette aventure que tu vas vivre
vivre donc avec notamment Nicolas Godignon, ancien coach que l'on connaît bien et que l'on apprécie beaucoup. Voilà, merci Kélian d'avoir été avec toi, d'avoir été avec nous. Allez, on se retrouve dans un instant bien sûr pour continuer cette émission avec vous. Vous nous appelez au 0826 300 300 les voix du rugby et bien sûr vous ne bougez pas, tout de suite. Sud Radio, votre attention. Les vraies voix du rugby, 20h-21h, François Trio. Les vraies voix du rugby, c'est le lundi bien sûr. Les vraies voix du foot, c'est le mardi, les autres jours de la semaine avec Philippe David notamment. Et on est heureux d'être avec Yohan Huget et Philippe Spanghero qui sont avec nous. Et également vous les auditeurs 0826 300 300. C'est Fabrice qui nous appelle, Fabrice Delaurent. Bonsoir Fabrice. Bonsoir à tous. Bonsoir Fabrice. Merci d'être avec nous. Voilà, elle t'inspire quoi, tiens, l'expérience de Kélian Galtier, là, cet exode vers les États-Unis? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est vrai que j'ai toujours un peu de mal par rapport aux tentatives aux États-Unis. Hein. On a vu ça dans d'autres sports où ça démarre très très fort, on met beaucoup les moyens et puis ça s'essouffle. Bon, faut tenter le coup, quoi. Faut tenter le coup. Je suis un peu dans le wait and see, là, on va dire, hein, par rapport à ça. Pendant très longtemps, les Américains n'ont jamais compris le système français. Qu'est-ce que c'était ce jeu là, de rugby où on se met des pains, etc. Où on n'est pas protégé comme dans le foot américain où ils ont le poids. Il y a plus de protection que de poids du bonhomme, quoi, sur eux. Ils nous traitaient toujours un petit peu de fous. Bon, mais ils reviennent, c'est bien. Ils reviennent à la raison, c'est bien. Ils se rendent compte de ce que c'est. Un sport d'homme, quoi. C'est bien. Tu veux dire le vrai sport au ballon ovale, quoi. C'est ça en fait le truc. Et puis ils ont compris que c'est idiot de balancer un ballon devant. C'est derrière qu'il faut l'envoyer. Mais oui, ils commencent à comprendre, c'est bien. C'est plus cohérent, bien sûr. Il vaut mieux se passer vers l'arrière pour avancer. C'est clair. Complètement. Voilà. C'est une logique implacable. C'est une logique. Voilà. Mais c'est pour ça qu'on aime notre sport. Tiens, petit bilan un petit peu du week-end avec toi, Fabrice. On a Toulouse qui est leader, belle victoire à Pau, enfin on va dire. J'imagine qu'elle t'a pas laissé insensible. Il y a la deuxième place de l'UBB et il y a La Rochelle en 3 points. Est-ce que déjà on n'a pas le tiercé du haut là, un petit peu comme l'an dernier? Moi, je pense cette année, j'ai vu cette équipe de l'UBB en match de préparation contre la section à Tarbes. J'ai trouvé une formation de l'UBB peut-être plus complète dans son jeu que l'an dernier. Je pense que cette année, l'UBB sera vraiment un candidat très sérieux au titre. Je dis pas ça pour flatter le chef, hein, mais c'est pas moi le chef, j'espère. Ah bah là si. Hein. Mais non, mais je pense que l'UBB sera pas loin. Mais encore une fois, on va pas tirer de plan sur la comète encore maintenant. On peut aussi, il y a des équipes qui avancent cachées. Quand on voit Castres à 14 contre 15 pendant 1 heure, la performance qu'ils accomplissent, c'est pas mal du tout aussi. Non, je crois qu'encore une fois, on est parti pour beaucoup de suspense. Il y a beaucoup d'équipes qui peuvent en battre beaucoup. Moi, j'avais parié sur je n'osais croire à une victoire de Toulouse à Pau parce qu'on a l'habitude de se casser les dents là-bas. Mais j'avais parié sur la victoire, sur le réveil de La Rochelle face à l'UBB. Maintenant, il y a qu'à voir. Hein. Il y a eu 2 matchs dans ce match, dans La Rochelle UBB. Bordeaux aurait pu craquer après la première mi-temps, à se retrouvant à 14 contre 15, et puis finalement il y a eu une superbe réaction. Mais en règle générale, depuis 15 jours, ce que je veux dire, c'est que c'est bientôt Noël et on sème les points un peu partout. Je sais pas si vous avez remarqué, mais tout le monde sème des points par-ci par-là. Il y a Bayonne contre l'UBB qui a semé 1 point. Ils étaient revenus à égalité, ils perdent. Ils en sèment encore un là, de bonus là, contre le Racing, tout seul. Bon, il y a La Rochelle qui sème petit point. Alors je sais pas, au pied du sapin, il y aura peut-être un colis avec des points là, qui se baladent là, qu'on a là. À un moment donné, attention, parce que tous ces points là qu'on sème en cours de route,
Et on a vu l'an dernier, hein, ça peut se jouer à un point. On l'a vu l'an dernier par rapport à la qualification finale. Et moi, quand je vois des équipes, je pense à Bayonne, par exemple, ils se satisfont un petit peu des résultats. Attention, pour moi, il manque 2 points. Il manque 2 points dans le parcours de Bayonne là, sur les 3 dernières semaines. Ça peut manquer ces points-là. Ça peut manquer. Attention. Bayonne à la lisière du top 6, 7e, 18 points, voilà, comme le Loup pour l'instant. Est-ce que, Johan et Philippe, en complément de ce que nous disait Fabrice, est-ce que déjà on a une triangulaire pour la descente, Philippe, avec Vannes, Stade Français, Montpellier? Là, on arrive quasiment au tiers de la saison. Je crois que Vannes est vraiment en difficulté parce que ils ont montré du caractère à l'extérieur, mais ils sont pas capables de tenir 80 minutes. On a vu des scénarios de match à l'extérieur où ça s'accroche pendant 50-60 minutes et puis ça craque. C'est un peu comme ça que ça s'est passé pour eux, mais ça craque fort, c'est-à-dire que les équipes qui les reçoivent prennent le bonus. Et puis même à domicile, ils ont été un peu trop ambitieux dans le jeu parfois, un peu naïfs, notamment sur ce match contre le Loup. Contre le Racing, contre le Loup, ils ont réussi à s'en sortir. Contre Toulouse, c'était la découverte. Moi, vraiment, mon interrogation, c'est le Stade Français. Montpellier, ils l'ont annoncé, ils sont en reconstruction. C'est une équipe qui est pleine de doutes. Le vrai sujet, c'est ce qui se passe au Stade Français. Et puis, il y a une équipe qui n'est pas encore citée par toi, mais c'est le Racing. Pour moi, dans la dynamique, le Racing pose aussi vraiment question et est en difficulté. Fabrice, c'est toi avec peut-être Johan. Alors on va déborder, c'est vrai, on va déborder. Je l'avoue, Quentin, je l'avoue. En 10 secondes, Fabrice, comment tu vois toi peut-être cette petite lutte pour le maintien là? Ah oui, pour moi, je rejoins complètement. Vannes, pour moi, je pense, a été en sur-régime et un petit peu à l'image d'Oyonnax l'an dernier, quoi. Je pense que la fin de saison va être pénible. Ils sont généreux, mais ils n'y arrivent pas. C'est dommage. Je pense que voilà. Moi, Vannes, je les mets dans la charrette. Après, effectivement, en bas, Stade Français, c'est assez incompréhensible, quoi, par rapport à l'an dernier, quoi, où ils étaient tout en haut. Et Montpellier risque de souffrir aussi. Puis Perpignan, attention, parce que l'année dernière, ils ont surpris. Là, il faut confirmer, c'est toujours plus dur. Alors attention aussi à Perpignan. Voilà, mais je pense que Vannes, pour moi, ça restera une belle histoire. C'est sûr. Merci en tout cas à Fabrice de nous avoir appelé au 0826 300 300. Merci à Johan Huget d'avoir été avec nous. On s'en fout de mon avis. Quentin me fait les gros yeux, on a déjà débordé. À la fois, on avait pris en retard. Alors tout ça, voilà, c'est comme ça. Merci Jacques Pessy, les clés d'une vie à suivre. Et puis Johan, on se retrouve très vite sur Sud Radio pour la suite de ce championnat, que ce soit la Pro D2 vendredi ou le Top 14 ce week-end. À tout de suite. À très vite.